Bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent à cette deuxième session de webinar qui va en fait s'inscrire dans une série de plusieurs webinars sur différents constructeurs pour parler d'automatisation. Celui-là, c'est le deuxième sur Alcatel. C'est un webinar qui va être enregistré pour votre information et l'enregistrement s'arrêtera à la fin de la première partie, à la fin des 60 minutes de présentation pour passer dans un mode un peu plus workshop qui, lui, ne sera pas enregistré. Donc, le principe du workshop, ça va être, pour ceux qui veulent manipuler, de mettre en place eux-mêmes un environnement de maquettage et de pouvoir manipuler s'ils ont à disposition, bien sûr, des OmniSwitch. Alors, je m'appelle Gilbert Moisio. Ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur moi peuvent aller voir mon profil LinkedIn. Donc, on va démarrer rapidement parce que c'est un petit peu long. On va essayer de passer en revue à la fois la partie Ansible et également la partie Python qu'on associera à Nornir. Ça va être un framework qui va nous permettre de retrouver dans le monde de Python la même logique que l'on a dans le monde Ansible. Je vais partager la totalité de mon desktop pour que ça soit plus pratique et on va regarder un petit peu comment on met en place cet environnement. Donc, c'est la partie Ansible que l'on va regarder en premier. Et cet Ansible s'appuie sur Python, il est écrit en Python, il s'appuie sur Python. Et moi, je travaille sur Python 3 depuis déjà pas mal de temps. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que Python 2.7 a été déclaré fin de support en janvier 2020. Donc, il est urgent pour tous ceux qui ne l'ont pas fait de passer sur Python 3. J'ai pour habitude, quand je travaille avec Python, de mettre en place des environnements virtuels. C'est une particularité du langage qui est intéressante et qu'il convient d'utiliser. L'environnement virtuel va nous permettre de pouvoir gérer toutes les librairies et les dépendances que l'on va devoir utiliser pour chaque projet de manière complètement étanche. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut travailler sur des versions différentes éventuellement de librairies, tout en n'ayant pas d'interaction entre les différents projets. Donc pour ça, en fait, j'utilise le Virtual Env Wrapper, qui est un outil qui permet de mettre en place un environnement virtuel sous une forme qui est très bien reconnue par les environnements graphiques de développement. J'utilise personnellement PyCharm quand je fais du Python parce que c'est quand même un outil qui est bien fait, mais après, chacun peut avoir ses préférences. Donc là, dans les fichiers de configuration qui sont nécessaires pour Ansible, en fait, on va avoir besoin de mettre en place d'abord un fichier de configuration, ansible.cfg, que de préférence on met en place dans l'environnement projet, dans le répertoire du projet. Vous voyez que celui-là, il a la partie default qui est la configuration de base, dans lequel on lui spécifie que l'inventory, c'est-à-dire là où on va aller mettre les adresses IP ou les noms des machines sur lesquelles on va appliquer en fait tous les scripts, je lui dis que ce fichier host, il ne faut pas aller le chercher dans son répertoire par défaut qui serait /etc/Ansible host, mais de le prendre dans le répertoire du projet dans lequel je suis en train de travailler. Le host checking file, c'est pour lui dire de ne pas se préoccuper des clés SSH puisque Ansible va travailler en fait avec SSH, donc il ne faut pas être embêté avec les clés. Je lui dis de pas les vérifier. Le role pass, c'est en fait là qu'on indique les répertoires dans lesquels on va aller mettre les rôles Ansible. Les rôles, ce sont des ensembles en fait, des packages de scripts qui peuvent en fait contenir à la fois des variables, à la fois des scripts. Et là, je lui donne deux endroits où il peut les trouver. Role.galaxy, qui est un répertoire qu'il faut évidemment que je crée dans mon répertoire personnel de projet, comme on peut le voir là. En fait, j'ai un role.galaxy
Ce qui va se passer, c'est que quand je vais installer des packages avec la commande Ansible Galaxy, tout ce qu'il va me télécharger de la Galaxy, c'est-à-dire là où on stocke les packages officiels qui sont mis à disposition de la communauté, il me les mettra dans mon répertoire projet, ce qui fait que je vais confiner complètement mon projet en un seul endroit. Je crée également, éventuellement, si nécessaire, un deuxième répertoire qui s'appelle rôle et dont le but est en fait de créer ses propres rôles qui sont associés au projet. Et là aussi, on les créerait dans le répertoire du projet. STD Callback, c'est une préférence personnelle. Je fais appel à une fonction callback qui va, il y a un certain nombre de filtres qui sont à disposition d'Ansible et la fonction callback YAML, en fait, va permettre d'afficher les résultats au format YAML et non pas au format JSON. Ça, c'est une question de préférence, mais je préfère souvent, dans certains cas, pouvoir lire du YAML que de lire du JSON, puisque JSON, c'est le format de données avec lequel Ansible travaille nativement. La Galaxy, j'en ai parlé. Pour pouvoir démarrer sur des OmniSwitch, il faut de préférence, ce n'est pas une obligation, mais installer un environnement virtuel. Dans cet environnement virtuel, mettre à disposition Python 3, Ansible et NetMiko. NetMiko est la librairie sur laquelle Ansible va s'appuyer pour aller dialoguer avec des OmniSwitch. Et il faut évidemment le rôle OmniSwitch, le rôle AOS. Donc le rôle AOS, en fait, je l'ai mis à disposition sur la Galaxy, qui s'installe avec cette commande, Ansible Galaxy install gemusio.ale AOS, AOS. Donc ça permet en fait d'installer les modules Ansible nécessaires pour aller dialoguer avec des OmniSwitch. Et vous avez le README ici, qui peut être utile, qui permet d'avoir des informations sur les modules à disposition. On les commentera au fur et à mesure, et avec les options qui sont disponibles dans chacun des modules. Donc pour revenir à notre projet, le fichier Ansible CFG, une fois qu'il est configuré, il faut bien sûr aller déclarer les hosts sur lesquels on va vouloir faire tourner les scripts Ansible. Donc là, j'ai créé un groupe que j'ai appelé ALE. Dans ce groupe, il y a deux hosts, 192.168.1.23 et 192.168.1.24. Et j'ai créé des variables. Les variables, ce sont des informations qu'on peut mettre dans différents endroits en Ansible. Ces endroits ont généralement une logique. Quand on va les mettre quelque part, c'est qu'on poursuit un but particulier. Là, le but que je poursuivais, c'était de simplifier au maximum. Donc, j'ai dit que pour le groupe ALE, il y avait des variables qui étaient disponibles pour tous les hosts de ce groupe. C'était le login et le password. Donc, qui vont être utilisés par tous les scripts pour pouvoir se connecter sur les équipements. Après le fichier host, eh bien, il faut créer ce qu'on appelle un playbook. Alors, un playbook, c'est ni plus ni moins qu'un script. Un script qui s'écrit en langage YAML. Donc, c'est comme ça que dans Ansible, on déclare les différents scripts. Le fichier YAML a une particularité, il commence toujours par 3 tirets. Ça indique qu'en fait, c'est du YAML. On donne un nom à ce playbook. Donc là, j'ai dit, si c'est the test for ALE Spring Module. Donc, voilà, et ça s'affichera quand on fera tourner le playbook. On le verra apparaître. Je lui dis sur quelle machine il va devoir appliquer ce playbook. En l'occurrence, je lui dis de me prendre tout le groupe ALE. Donc, il le fera tourner sur tous les hosts qui sont dans le groupe ALE. Connection locale, il y a une raison à ça, c'est que le système normalement de fonctionnement d'Ansible, c'est en fait à partir de ce playbook en YAML, de créer un fichier Python temporaire, un script Python temporaire, qui est envoyé sur la cible et il est exécuté avec l'interpréteur Python de la cible. Puis on prend le résultat en retour. Mais en fait, historiquement, les matériels comme le réseau n'étaient pas des machines qui avaient des interpréteurs Python à disposition de manière native, même si c'est maintenant de plus en plus, il y en a dessus. Donc en fait, comme en plus, quand il y a un interpréteur Python, on n'en maîtrise pas facilement la version, c'est assez compliqué. C'est plus compliqué que dans le monde du système dans lequel on a des serveurs et que ces serveurs, on a la totale maîtrise de ce qu'on installe dessus. Donc en fait, on ne fait pas la même chose. On n'envoie pas un script Python sur l'équipement.
Ce que l'on fait, c'est qu'on réalise quand même ce script temporaire, bien sûr, à partir du langage YAML. Il faut que ça devienne un programme. Ce programme, on l'exécute localement. C'est ce que veut dire connection locale. Et en fait, on fait une connexion SSH vers l'équipement et on envoie plutôt des commandes. Alors, selon un protocole, ça dépend des constructeurs, mais là, en l'occurrence, ça va être du CLI, CLI sur SSH. Et on reprend la réponse en JSON, au même titre. En fait, on lit ce qui aurait dû apparaître à l'écran ou à la console. Donc, c'est le principe du connection local. Le Gatherfax ben, en fait, par défaut, Ansible récupère des informations sur l'équipement sur lequel on se connecte. Là, en l'occurrence, comme on lui dit de se connecter en local, de ne pas aller sur l'équipement, j'ai aucune intention de récupérer les informations de la machine sur laquelle je suis en train de faire tourner le script. Ça n'a pas de sens. Chacun des scripts n'a aucune raison d'aller chercher cette information-là, donc je lui dis de ne pas les récupérer. Je lui déclare les rôles avec lesquels il va devoir travailler. Alors là, vous voyez que j'ai mis en commentaire là le AOS parce que en fait, moi, je travaille avec la version de développement, celle que je mets au point et que je pousse après sur GitHub. GitHub étant en intégration continue avec Jenkins, lequel Jenkins, quand les tests passent, l'envoie sur la Galaxy. Donc, c'est pour ça que moi, je ne travaille pas avec la librairie qui est sur la Galaxy, mais vous, en fait, vous auriez plutôt cette ligne-là dans votre playbook. Je vous ai dit, des variables, on peut en déclarer n'importe où. Donc là, en l'occurrence, j'en déclare ici dans le playbook et je lui déclare en fait l'interpréteur Python avec lequel je vais travailler. Pourquoi? Parce que je suis sur un MacBook Pro et que sur le MacBook Pro, quand il est livré de base, il a une version 2.7. Moi, j'ai installé la version 3 et en plus, je travaille dans un environnement virtuel où il renomme Python comme étant un lien symbolique vers Python 3. Donc, ce qui fait qu'en fait, il finirait pas, Ansible, même si depuis la 2.8 a l'auto-reconnaissance des interpréteurs Python, il finirait par se perdre sur ma machine. Donc, je lui dis simplement que l'interpréteur Python, c'est le nom qui est dans mon environnement virtuel. Et là, celui-là, c'est un lien qui pointe vers le Python 3. Donc, tout se passera comme il faut une fois que je l'aurai déclaré. Et là commencent les tâches, c'est-à-dire la partie véritablement exécution de ce que va devoir faire ce playbook. Je lui donne un nom à cette tâche, là aussi. Le but, c'est de voir apparaître ce nom dans la liste des affichages qui vont être réalisés pendant l'exécution du playbook. Je fais appel à un module. Le module a le AOS Ping. Alors, si je veux savoir ce que permet de faire ce module et surtout comment on peut le configurer, on peut aller sur la Galaxy. Et sur la Galaxy, en fait, on a les informations d'options disponibles. Et à chaque fois, est-ce que cette option est obligatoire ou pas? Est-ce qu'elle a éventuellement une valeur par défaut si elle n'est pas obligatoire? Voilà, toute l'information est ici. Host, c'est bien sûr obligatoire. Le port, ça ne l'est pas. Par défaut, c'est le port 22. Mais si je voulais le changer, en fait, je n'ai qu'à le spécifier ici. Le username, c'est obligatoire. Le password, c'est obligatoire. Et le checkstring, ce n'est pas obligatoire. Et en fait, par défaut, ça sera le caractère supérieur. Alors, en fait, les pings en Ansible ne sont pas des pings ICMP. Dans la plupart des librairies constructeurs que l'on va trouver, le but n'est pas de pinguer comme on le ferait habituellement pour voir si l'équipement répond. Le but est de faire une connexion SSH et de voir si la connexion s'est bien réalisée. Et une façon de voir si la connexion s'est bien réalisée, selon le processus que j'ai décrit tout à l'heure, eh bien, c'est de voir si on a récupéré le prompt. Et le prompt, par défaut, généralement, on lui met un supérieur à la fin. Mais après, on peut y mettre autre chose. Et en fait, libre à nous de changer ce que l'on a mis dans le prompt ici, quand on fait appel à ce module, de manière en fait à ce qu'on colle à la réalité de ce que l'on a configuré sur le switch. En l'occurrence, moi, c'est un supérieur qui est dans le prompt. Donc, pas de souci. En fait, je n'ai pas besoin de mettre ce paramètre-là. Donc, les trois paramètres qui sont obligatoires sont là. Host égale inventory hostname, ça c'est une variable Ansible. Inventory hostname, c'est toujours le nom ou l'adresse IP de la machine sur laquelle je suis en train de taper à un instant T. Donc il viendra me mettre ici l'adresse IP sur laquelle il est en train de travailler puisqu'il va boucler sur l'ensemble des lignes de mon inventory. Le username, c'est la variable login. Rappelez-vous tout à l'heure dans le fichier host, j'avais dit que dans les vars, j'avais login qui s'appelait admin. Et de la même manière, j'ai le password qui est passé au script.
Si j'exécute ce playbook, en fait, je l'exécute de la manière suivante. Ansible playbook, et je donne le nom du playbook. C'est aussi simple que ça. Je lance l'exécution. Et là, je vois afficher en fait tous les noms que j'avais spécifiés à l'intérieur du playbook, et notamment le nom du playbook et le nom de la tâche. Et je vois en fait une ligne apparaître par host qui sont déclarés dans le fichier host. Je vois que c'est en vert, ça signifie que en fait ça s'est bien passé. Et il me le dit en bas, en fait, OK pour chacun. Il a bien réussi à se connecter en SSH à chacune des machines et il a bien reçu le prompt en fait en retour. Autre exemple de playbook, par exemple un playbook pour lancer une commande. Alors le début, plus la peine de l'expliquer, il est toujours le même, jusqu'à la tâche qui, elle, est spécifique. Là, on fait appel à un module qui s'appelle ALE-AOS Command. ALE-AOS Command, c'est pareil, si je vais dans la galaxie, je vais trouver toutes les variables que je peux faire passer en fait à ce module. Le host, ça ne change pas, le port, le username, le password, la commande que je veux envoyer à l'équipement, et éventuellement, je peux lui préciser ce que je cherche, c'est-à-dire qu'est-ce que je devrais avoir en retour pour ne pas m'afficher le résultat de la commande, mais pour me dire simplement s'il a trouvé ce que je cherchais. Alors, vous allez voir dans l'exemple du playbook. Et le timing, c'est une variable que j'ai été obligé de rajouter pour contourner un problème que j'avais quand j'étais sur AOS 6, où en fait, sur des longs affichages, comme par exemple un show configuration snapshot, le snapshot, le résultat était tronqué au bout d'un certain nombre de caractères, 3000 et quelques caractères. Et en fait, donc là, je vais attendre un peu plus longtemps si je mets cette variable timing, si je la mets à vrai, pour pouvoir avoir le retour, parce que le retour est un peu plus lent sur l'AOS 6 que sur l'AOS 8. Le problème n'arrive pas sur l'AOS 8. Donc ce playbook, je lui donne le host, je lui donne le username, je lui donne le password, et là je lui dis que je veux passer la commande show running directory et que je cherche la phrase qui dirait running configuration synchronize. Donc là, ce que je veux, c'est aller vérifier sur tous les équipements si mes espaces working et certified sont synchronisés. Alors, je vais lancer le playbook. De la même manière, il m'affiche les titres que j'ai mis à l'intérieur du playbook. Et il me dit que c'est OK. Il a bien trouvé cette phrase running configuration synchronize. Pardon. Si j'ai le moindre doute, je pourrais très bien aller vérifier sur un des équipements. Est-ce que le playbook a eu raison de me le dire ou pas? Effectivement, c'est synchronized, donc le playbook ne s'est pas trompé. Il m'a donné la bonne information. Donc ça permet très rapidement d'aller vérifier quelque chose. Après, je peux très bien lancer une commande, comme par exemple une sauvegarde, write memory flash synchro et ne pas chercher quoi que ce soit comme élément de réponse. Mais par contre, si j'ai envie, faire apparaître le résultat de la commande. On verra comment on fait apparaître un résultat de commande. Et par exemple, on va commencer par aller voir le test getConfig. Alors celui-là, de la même manière, au début, il commence pareil. Il me lance une commande. Je lui passe les paramètres host, username, password. Alors timing, je vous ai dit tout à l'heure pourquoi. Parce que là, on est face à des switches AOS 6. Donc, il faut que je mette cette valeur pour pouvoir être sûr qu'il me ramène toute l'information. Et je vais taper un show configuration snapshot all sur les switches. Le résultat de cette commande, je vais lui dire de me l'enregistrer dans une variable que j'ai appelée configuration. J'aurais pu lui donner le nom que je voulais. Puis je passe à la tâche suivante. Je vais lui demander de m'afficher en fait à l'écran cette configuration qu'il a ramenée. Pour ça, j'utilise les commandes debug message en fait qui me permet d'afficher le contenu d'une variable. Et ce que je lui fais apparaître, c'est configuration, la variable que j'avais
utilisé tout à l'heure. Point output, c'est une syntaxe pour lui dire montre-moi le contenu de cette variable. Mais je ne m'arrête pas là. Je voudrais aussi sauvegarder en fait cette information, cette configuration, dans un fichier que je vais mettre dans le répertoire. Et pour ça, j'utilise la fonction copy d'Ansible. Je vais copier le contenu de la variable configuration output dans une destination qui, en l'occurrence, va être un fichier. Ce fichier, je constitue le nom avec quelque chose qui peut paraître un peu long. Et en fait, le nom va être constitué, en l'occurrence là, de l'adresse IP, puisque c'est une adresse IP qui est dans le fichier host, souligner l'année, le mois, le jour, souligner l'heure, deux points les minutes, deux points les secondes, point .conf à la fin, et ceci de manière en fait à avoir des noms de fichiers sauvegarde uniques par machine, mais aussi en fonction du moment où j'ai fait la sauvegarde. Et j'exécute cette tâche-là, donc la tâche copie, quand configuration.output existe. Imaginons que ça s'est mal passé ou que je n'ai pas récupéré de configuration pour un équipement, je ne vais pas réaliser cette tâche-là parce qu'elle n'a pas de sens. Si je n'ai pas pu récupérer la configuration pour X raison, je ne vais pas essayer de la sauvegarder. Donc, si je joue ce playbook, il m'affiche toujours les titres, comme tout à l'heure. Et il va me faire un affichage écran des configurations qu'il a récupérées. Et il va également les enregistrer dans les fichiers. Alors, ce qu'on voit ici apparaître, ce sont les deux configurations. Donc, on voit pour la première machine, il a listé la configuration. Pour la deuxième machine également. Et il me fait apparaître ici la tâche suivante qui était de sauvegarder dans des fichiers. Alors, il me les a mis en orange pour la bonne raison qu'en fait, ces fichiers n'existaient pas et qu'il les a créés pour la circonstance. Si je vérifie, j'ai bien effectivement deux fichiers qui ont été créés selon le nom que j'avais tout à l'heure décrit dans le playbook. Et si je regarde le contenu de l'un de ces fichiers, eh bien, je vois qu'en fait, j'ai la même chose que j'avais à l'affichage, mais qui m'a été enregistrée à l'intérieur de ces fichiers de sauvegarde. Si je relance le playbook maintenant, comme j'enregistre les minutes, mais aussi les secondes, eh bien, il va me créer deux autres fichiers de sauvegarde, puisqu'en réalité, avec le décalage de temps, à chaque fois, il ne va pas venir écraser les fichiers de sauvegarde qui étaient déjà là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il me les met en orange, parce que ces fichiers, pour lui, n'existaient toujours pas. Il m'en a créé ici, en fait, deux de plus. Je les supprime. Donc, voilà comment on peut passer une commande et récupérer de l'information pour l'enregistrer. Script suivant, on va regarder comment on peut récupérer une information beaucoup plus précise. Par exemple, si on veut afficher l'uptime des machines, donc depuis combien de temps elles sont démarrées en activité, le début est toujours le même. Je passe la commande showSystem et j'enregistre le résultat de cette commande dans une variable que j'ai appelée uptime. Mais quand je fais un showSystem, je ne récupère pas que l'uptime. Quand je fais un showSystem, en fait, je récupère beaucoup plus de choses que ça. On va aller voir ce qu'on récupère normalement. Voilà, quand je fais un showSystem, je récupère tout ça. Et en fait, à l'intérieur de tout ça, il n'y a qu'une chose qui va m'intéresser. Ça. C'est tout ce que je veux. Et je n'ai pas envie de faire afficher tout cet ensemble-là pour toutes les machines. Bon, là, j'en ai que deux, mais enfin, si j'en avais des dizaines et des dizaines, je vais avoir plein de défilements à l'écran. Et puis après, il faut que j'aille fouiller à l'intérieur de tout ce que j'ai reçu à la main pour aller retrouver tous les uptime. Bon, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je préfère que ce soit la machine qui le fasse elle-même et qu'elle ne m'affiche que l'uptime. Alors pour ça, je lui dis dans la variable uptime output, donc toujours la même syntaxe, je passe ça au travers d'une regex. Alors,
regex search est un filtre Ansible. Je lui dis que je veux quelque chose qui commence par uptime et qui est fini par seconde. Et on va exécuter le playbook pour voir ce qu'il nous récupère. Toujours nos titres, hein. Et là, en fait, bien qu'il ait reçu la totalité des informations pour le show system qu'il a fait sur chaque machine, on voit qu'en fait, il ne m'affiche ici que l'uptime pour chacune des machines. Et c'est justement ça que je voulais, juste récupérer cette information-là. Donc après, toutes les combinaisons sont faisables à l'infini. Là, je montre juste quelques exemples, mais en réalité, on a la possibilité de faire des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus complètes avec Ansible, bien évidemment. Vous voyez que quelques manipulations possibles. Maintenant qu'on a vu comment on utilisait le module ping et comment on utilisait le module commande, on va regarder comment on fait pour utiliser le module de configuration. Et on va commencer par celui-ci. On va aller voir sur la galaxie les variables que l'on peut utiliser pour le module de configuration. Host, port, username, password, on en a l'habitude, ce sont toujours les mêmes. Après, il y a deux types d'informations qu'on peut donner au module. Soit on liste des commandes à l'intérieur du playbook, donc une ligne par commande, et il exécutera ces commandes. Soit on lui donne le nom d'un fichier qui contient en fait les commandes, avec une commande par ligne. Et à ce moment-là, il prendra le fichier et l'exécutera. On va voir les deux cas de figure en commençant d'abord par la liste. Le début ne change pas, c'est toujours la même chose. On arrive à la commande et parce qu'on lui spécifie une liste ici, en fait, donc il va prendre la liste que l'on a là et aller l'exécuter sur chacun des switches. Il va donc créer le VLAN 100 et lui donner un nom. On va aller vérifier d'abord qu'il n'y a pas de VLAN de créer sur le switch. Vous voyez, j'ai le VLAN 1 et le VLAN 10 qui sont là, le VLAN 10 étant en fait le Home Lab. Et je vais lui demander d'aller m'exécuter ce playbook. Toujours l'affichage des titres. Et pour chacune des machines de mon inventory, il va exécuter toutes les lignes de commande que j'ai mis dans le playbook. Il me dit qu'il l'a fait pour les deux switches. On va aller vérifier déjà sur un seul ce que ça donne. Effectivement, j'ai bien deux VLAN de plus qui ont été créés, le 100 et le 200, qui s'appellent test 1 et test 2, comme je l'ai demandé. Je vais qu'est-ce que j'ai comme test après dans le file? Commande.txt. Ce sont les mêmes, c'est bien ce que je pensais. Donc, je vais les enlever de manière à ce que on puisse voir que ça s'est réellement bien réalisé. Et je vais faire ça sur les deux switches. Je vois que sur l'autre switch, les VLAN ont été créés. Je les enlève. Donc maintenant, je vais non pas lui donner une commande, mais vous voyez que j'ai mis le paramètre file. Et dans file, je lui ai dit que je lui passais un fichier qui s'appelait commande.txt. Ici, commande.txt, en fait, c'est un fichier texte qui comprend les mêmes commandes que tout à l'heure, listées à l'intérieur de ce fichier. Il va les prendre, il va les exécuter. Alors, on a un peu l'impression, en regardant comme ça, que c'est redondant, mais c'est juste qu'en fait, si j'ai que deux lignes à taper, peut-être que je peux passer directement par des commandes que je mets à l'intérieur du playbook. Si par contre, j'ai 200 lignes à lui faire passer,
je vais peut-être pas mettre 200 lignes à l'intérieur du playbook. Et je vais à ce moment-là faire un fichier texte à côté qui contient les 200 lignes et je vais lui faire exécuter en fait à l'intérieur du playbook. Donc, on va exécuter ce playbook-là. Il me dit qu'il a fait sur les deux switches. On va aller voir ce qu'il a fait sur le premier comme tout à l'heure. Et il m'a recréé en fait mes VLAN, mais à partir d'un fichier texte et non pas à partir des commandes qui étaient à l'intérieur du playbook. Donc voilà pour la partie Ansible. Vous voyez que avec ces trois modules, module ping, module commande et module config, en fait, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir manipuler. Alors, j'ai volontairement réalisé des modules génériques. Vous pouvez voir sur Ansible, les network modules Ansible, que pour certains constructeurs, ils ont fait des modules pour manipuler les VLAN, pour manipuler l'LDP, pour manipuler le niveau 2, le niveau 3, les interfaces, le BGP, l'OSPF, etc. Ça me semblait devenir vite lourd pour un intérêt que je ne voyais pas forcément. En gardant les commandes très génériques, en fait, chacun après peut aller mettre lui-même les commandes qui l'intéressent, sachant que l'idée, c'est que en plus, alors quelqu'un me pose la question, les commandes doivent être exactes ou je dois faire attention à R6 ou R8? Mais bien sûr, faire attention à R6 ou R8. Donc, je vous ai dit qu'en fait, il y avait des combinaisons à l'infini sur Ansible. Bien, typiquement, comment on pourrait organiser ça? En faisant, par exemple, deux groupes. Si dans le fichier host, je fais un groupe AOS 6, un groupe AOS 8, il m'est très facile, en fait, soit de faire des playbooks différents, soit à l'intérieur d'un même playbook, de faire en sorte de tester si j'appartiens au groupe AOS 6 ou AOS 8 pour passer des commandes différentes. Alors, c'est soit à l'intérieur du playbook, soit à l'intérieur en fait d'un fichier où je vais pouvoir classer différemment les commandes AOS 6 ou AOS 8. Donc oui, effectivement, les modules ne testent pas si c'est un switch AOS 6 ou AOS 8. C'est à chacun en fait d'avoir la responsabilité de classifier les commandes par une des méthodes, et il en existe plusieurs avec Ansible, en tout cas de trouver la méthode qui lui paraît la plus adaptée pour faire en sorte de différencier les machines et de ne pas envoyer les mêmes commandes sur les machines. Mais c'est aussi vrai si vous aviez un environnement multi-constructeur, vous chargeriez le rôle AOS, mais aussi probablement d'autres network modules, que ce soit pour Cisco, Arista ou autre, et vous seriez bien obligé à un moment donné, dans le fichier inventory, de classer les machines en groupes différents pour que les playbooks ne soient pas les mêmes. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah, une autre... non, merci, d'accord. Je vais changer en fait de projet et je vais prendre le projet Python. Voilà. Donc, je vais fermer ces fichiers pour vous les ouvrir plutôt au fur et à mesure pour que les choses soient plus claires. Pourquoi Ansible a beaucoup de succès? Très certainement parce qu'il est facile à manipuler. Du fait qu'il est facile à manipuler, il y a une grosse communauté. Et cette communauté, en fait, donne ce pouvoir en fait à Ansible. C'est une espèce de cercle vertueux. Mais il y a des puristes qui préfèrent la liberté de programmer en Python directement. Et pour ça, de pas forcément partir d'une feuille blanche, mais d'utiliser des frameworks qui permettent de gagner du temps plutôt que de programmer bas niveau. Entre autres frameworks, il y a le framework NetMiko,
En NetMiko, c'est pas vraiment un framework, on va dire que c'est plutôt une librairie qui contient en fait des drivers pour aller accéder à des constructeurs différents. Le driver pour iOS, je l'avais écrit en 2016 et c'est d'ailleurs sur NetMiko que je m'appuie pour faire la galaxie Ansible, euh, puisqu'en fait, il y a un driver exprès pour accéder à OS 6, à OS 8, en faisant abstraction des problèmes de SSH et autres difficultés qu'on peut avoir quand on accède à des équipements différents en fonction des constructeurs. Le framework dont je parlais tout à l'heure, Nornir, est un framework qui a été mis au point pour essayer de retrouver un comportement qui aurait tendance à se rapprocher du comportement d'Ansible, donc avec des variables magiques, avec des passes, des répertoires dans lesquels il va aller chercher les fichiers. C'est configuré par défaut. Si on suit la logique du framework, on gagne beaucoup de temps. S'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de déclarer, c'est sous-entendu du moment qu'on s'inscrit dans la logique du framework. Pour pouvoir être mis en œuvre, ce framework a besoin d'un fichier de configuration dans un premier temps. Alors, ce fichier est écrit en YAML. Et là, celui-là, il est simple. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le numWorkers 100, alors ça, c'est une particularité Python, c'est faire du parallélisme, pas de la synchronisme. Enfin, il sait faire de la synchronisme, mais là, on est en train de parler de parallélisme, c'est-à-dire que j'exécute ma tâche sur plusieurs équipements en parallèle. C'est ce que fait Ansible en réalité. Ansible a deux particularités. C'est que, un, il travaille en parallèle. Il ne travaille pas équipement après équipement. Donc, ce qui fait que si un équipement met plus de temps à répondre, il ne perd pas du temps à attendre la réponse pour passer à l'équipement suivant. Il lance par paquet en parallèle et c'est gérable par un paramétrage. Et là, en l'occurrence, ce que l'on va faire, c'est qu'on lui précise, alors que par défaut, il en envoie 20 en parallèle. Là, je lui dis envoie jusqu'à 100 en parallèle. L'inventory, pour l'inventory, je lui dis qu'en fait, je vais utiliser un format d'inventory simple, standard, comme celui qu'il y avait tout à l'heure pour Ansible. Et je lui donne des options. Et notamment, je lui précise en fait où se trouvent trois fichiers qui sont importants pour lui. Le fichier host, qui va contenir les machines elles-mêmes, le fichier groupe, qui va contenir les groupes de machines, et le fichier default, qui va contenir des informations applicables à tous les groupes. Regardons d'abord le fichier host. Ce fichier host, en fait, j'ai mes deux machines sur lesquelles je travaille là qui sont déclarées. La première avec son hostname, son port et son groupe d'appartenance. Idem pour la deuxième machine. Le fichier groupe contient évidemment le groupe qui s'appelle lab. Vous avez vu qu'ici j'ai déclaré lab. Donc il y a un fichier groupe avec le groupe lab dedans. Je lui spécifie la plateforme. Alors c'est important de spécifier la plateforme parce que justement la NetMiko est une librairie multiconstructeur. Et dans NetMiko, moi quand j'avais programmé, j'avais déclaré Alcatel AOS comme étant la plateforme OmniSwitch AOS. Et en fait, on peut avoir plein d'autres constructeurs, ça supporte des dizaines de constructeurs. Je lui passe des données, ce qu'on appelle des data. Je suis obligé de l'appeler comme, enfin, je suis obligé. En tout cas, j'ai intérêt à l'appeler comme ça pour profiter pleinement de cette fameuse souplesse que m'apporte le framework, la possibilité, je demande de gagner du temps parce qu'il y a des choses qui ont été sous-entendues et préprogrammées. Et là, je lui passe des valeurs dans le data, ça sera utilisé plus tard, on le verra tout à l'heure. Donc, je passe deux serveurs Radius, en fait, le nom et l'adresse IP de deux serveurs Radius. On verra tout à l'heure à quoi ça va me servir. Je vais commencer par un script simple, en fait, un getFax. Je veux en fait lui récupérer des informations. Alors, un script Python, ça change un petit peu du langage YAML de tout à l'heure. Je commence par un shebang dans lequel je lui dis où il va trouver en fait son interpréteur Python. Je lui importe des librairies dont il aura besoin. Puis, je vais définir en fait des fonctions. Alors, en l'occurrence, là, je définis une fonction getFax.
Je charge le fichier de configuration que vous avez vu tout à l'heure, je le charge dans le framework Nornir. Je fais afficher un titre, Playbook to display running directory status, et j'exécute une commande. Comment je l'exécute? Je fais appel à la librairie NetMiko sendCommand, c'est le module sendCommand de NetMiko, et je lui passe la commande show running directory. Puis, je lui demande de m'afficher le résultat de la commande. Alors, la syntaxe à la fin, if name égale main, ça, c'est en fait une habitude que l'on peut prendre en Python, de faire en sorte que ce script ne puisse pas être utilisé si on le charge dans un autre script. C'est-à-dire que vous voyez que quand il descend la définition des fonctions, il ne l'exécute pas. Le def getFax ne sera pas exécuté, c'est juste une définition. Il ne sera exécuté que parce qu'ici, je l'ai appelé. Or, je lui dis, je ne l'appelle que si le nom du module est main. C'est-à-dire, en fait, si je l'exécute moi-même. Si je le fais appeler par un autre script, il n'exécutera rien du tout. Il chargera le getFax, la fonction getFax, il la chargera, mais il ne l'exécutera pas. Libre à moi de l'exécuter, éventuellement, dans le programme qui a fait appel à celui-ci. Je vais exécuter le getFax. Là, c'est le titre que je lui ai demandé de m'afficher. Puis, il va aller sur chacun des équipements pour me récupérer, en fait, le résultat de la commande show running directory. Vous voyez comment il me le fait. Affichage du titre en haut. Il me dit ce qu'il exécute comme tâche. C'est un netmiko sendCommand. Puis il me donne toutes les machines sur lesquelles il a exécuté. Change false parce qu'il n'a effectué aucun changement sur l'équipement. Il n'a fait qu'aller consulter de l'information. Et cette information, je lui ai demandé de me l'afficher. Donc, il me l'affiche ici. Voilà le résultat de mes commandes sur les deux équipements. Je vais vous montrer un autre script, mais je ne vais pas l'exécuter parce que je n'ai pas envie de sauvegarder ce que je suis en train de faire sur les switches. Donc celui-là, en fait, fait de la sauvegarde. Donc le début, c'est le même. Simplement, je lui lance la commande netmiko safeconfig. Quand j'avais écrit le driver pour Alcatel, le netmiko safeconfig, c'est quelque chose qui fait un write memory flash synchro. Donc c'est pour ça que je n'ai pas besoin de lui lancer la commande. Mais rien ne m'empêcherait de prendre cette syntaxe-là, netmiko sendCommand, et à la place de show running directory, d'aller lui dire write memory flash synchro. C'est un choix qui est laissé à disposition. Dernier script, config radius. Alors, vous allez retrouver en fait les variables dont on parlait tout à l'heure. Alors, on va regarder en fait déjà comment est structuré ce fichier-là, et on ira voir en fait le template. Parce que ce fichier, en fait, fait appel à la réalisation d'un template. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai une première fonction qui s'appelle radius configuration et une autre qui s'appelle config radius. Et vous voyez que quand j'exécute ce programme, en fait, j'exécute config radius. Alors, on va aller voir d'abord ce que fait config radius. Config radius charge le fichier de config.yaml. Il écrit un titre, playbook to configure the radius IP. Il exécute une tâche, et cette tâche, en fait, c'est radius configuration, qui est ni plus ni moins qu'une fonction qui est définie plus haut. Puis, il affiche le résultat, en fait, de l'exécution de cette tâche. Vous voyez que l'exécution de cette tâche est mise dans une variable résulte qui est affichée ici. Alors, que fait radius configuration? On va aller le voir. Il va prendre l'inventory, les datas, et il va en faire un fichier de template. Pour ça, il prend le template qui s'appelle radius.j2, on va aller le voir. Il se trouve dans le répertoire template, c'est ce que spécifie en fait le pass qui est ici. Il me dit qu'il est dans le répertoire template. Et ce format que vous voyez dans radius.j2, c'est un langage qui s'appelle Jinja 2 et qui existe également en Ansible.
C'est là-dessus qu'Ansible fait ses templates. Et là, vous voyez une boucle qui dit prends-moi en fait les informations qui sont dans Radius. Allons voir ce que c'est dans le groupe. Vous voyez que data, bon, c'est sous-entendu, ce sont les data. Il va prendre en fait les informations qui sont dans Radius. Et dans Radius, il a une liste de dictionnaires. Ça, ce sont des dictionnaires, key-value. Mais ici, on voit qu'avec le tiret, on a fait une liste de dictionnaires. Donc, ce qu'il va me ramener dans la boucle à chaque fois, c'est en fait le dictionnaire que je récupère dans le Jinja 2. Quand je fais for rad in host radius, rad va contenir le dictionnaire. Et je vais lui taper ma ligne de commande qui est AAA radius server. Il attend le nom du serveur. Donc rad étant le dictionnaire que j'ai récupéré, je lui dis de me mettre ici rad.name, donc le nom du serveur radius. Host, je lui dis de mettre rad.ip. Rad étant le dictionnaire, je prends la clé IP, je prends la clé name et il va m'afficher ici le contenu, la value de chacune des clés. Key, radius key, retransmit, etc., etc. Tout ça, c'est la commande qu'attend le switch AOS 6 pour avoir la configuration d'un serveur radius. Et comme je lui dis de me le faire pour tous les éléments de la liste radius, et que j'ai 2 éléments dans la liste radius, cette ligne apparaîtra 2 fois pour chacun en fait des serveurs, puisqu'il fait une boucle for là ici. Pour chacun des serveurs, il va m'afficher cette ligne-là. Une fois qu'il a fait ça, je prends le résultat de cette commande et je le mets dans une variable temporaire que j'associe en fait ici à la tâche que je viens de lancer. Donc je crée une variable config et dedans je mets le résultat de cette config. Alors il est évident que ça sera une chaîne de caractères par host, donc une chaîne de caractères par host. Si on veut voir à quoi ça ressemble, je vais vous faire du debug tout à l'heure. On va d'abord le faire tourner, puis on va le débugger. Et puis, je déploie en fait cette configuration sur le device en utilisant NetMiko. Pour ça, je lance une tâche qui est le NetMiko sendConfig. C'est une autre fonction de NetMiko. Pareil, fonction Alcatel. NetMiko, en fait, a des fonctions génériques. Et en face de ces fonctions génériques, on met ou pas une réponse pour le constructeur dont on s'occupe. Donc, les gens qui développent des modules pour NetMiko, des drivers pour NetMiko, en face de chacune de ces commandes, vont mettre ce qu'on doit exécuter sur cet équipement. Ou rien du tout, si cet équipement, par exemple, ne le supporte pas. Prenons le cas de Enable. Enable, qui est quelque chose qui est vrai chez Cisco, qui est vrai chez Arista, mais qui n'est pas vrai chez Alcatel. Mais la fonction Enable, elle est égale à rien du tout. Donc, si on l'utilisait, ça ferait absolument rien puisque je n'ai mis aucune fonction en face de ce module-là. Et on lui dit de passer la commande qui est en fait celle qu'on a stockée temporairement tout à l'heure. Donc, il sait, ici, on a le host, il sait de quelle machine on est en train de parler. Et il va aller lire, on verra tout à l'heure quelle tête ça a, cette variable. On va aller lire les informations de config qui vont être exécutées sur ce host. D'abord, on va le faire tourner et puis on le refera tourner tout à l'heure avec un débugger pour voir en fait la tête que ça a. Il m'affiche le titre que je lui ai demandé de m'afficher, puis il prépare le template pour chacune des machines. Donc, si on regarde ce qu'il nous affiche là, il nous dit, ici, il a préparé le template. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau-là, c'est normal. Qu'est-ce qu'il m'a fait? AAA radius server, RAD1, host, l'adresse IP. Et on voit RAD2 avec un autre host, et ça correspond en fait aux informations data qui étaient dans mon fichier group.yaml. Maintenant, il va le charger sur la machine. Donc là, en fait, il est en train de travailler sur la première machine, c'est affiché en bleu là-haut. Il dit maintenant qu'il charge cette configuration sur le device. Et là, par contre, il y a un changement.
pour la bonne raison qu'en fait, cette machine, en fait, n'avait pas cette configuration. Donc, il a poussé la configuration sur cette machine. Il fait la même chose pour la deuxième machine. Il a préparé le template, le même, puis il l'a poussé sur la deuxième machine. Si je vais voir sur ces machines ce que j'ai maintenant comme configuration, eh bien, j'ai ma configuration Radius qui est ici, qui a été poussée en fait sur les équipements. Maintenant, si on veut voir en fait à quoi ça ressemble ce template, on va aller poser, par exemple à ce niveau-là, juste avant le run. Alors, on va aller poser un debug et on se lance en mode debug. Alors, vous voyez qu'on a le R ici, R.result, et le task qui est ici, nos deux variables. Et dans task config, on lui a dit d'aller mettre le résultat. Alors, où est le résultat? Le voilà. On a les datas. La config est ici. Donc, en fait, il a stocké la ligne une fois qu'il a chargé les variables dans le template. Il a fait un retour chariot. L'anti/n qui est ici est un retour chariot pour avoir la deuxième ligne. Et on pourrait avoir ici autant de lignes que l'on veut. En fait, elles sont stockées donc ici, les informations, et lui, il va aller les récupérer pour les exécuter sur l'équipement. Voilà le principe de template. Alors, ce que je vous propose, c'est que je réponde à vos questions. Vous pouvez débloquer vous-même vos micros. Je réponde à vos questions si vous souhaitez éclaircir certains points qui pourraient vous paraître éventuellement troubles. Et puis, on arrêtera la partie présentation et on passera plus à une partie workshop si vous voulez exécuter vous-même dans votre environnement un certain nombre de tâches. Alors, soit en Ansible, soit en Python, mais j'imagine que très certainement, c'est Ansible qui va vous attirer parce que c'est le produit dont on parle le plus ces temps-ci. Y a-t-il des questions ou pas? Donc, s'il n'y a pas de questions, j'arrête l'enregistrement.